Alors maintenant que vous avez compris comment ça marche, vous allez me dire ce que fait Pluton. Par rapport à Neptune, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il casse la confusion de Neptune. Autant Neptune est dans l'allocentrisme, autant il est étendu, confus, diffus, autant Pluton est concentré. Donc Pluton, ça va être la grande planète de l'obsessionnalité. La version ombre de l'obsessionnalité, c'est le fanatisme. La version lumière, c'est la capacité de se concentrer tellement sur une chose et de la faire pendant si longtemps avec tellement de persévérance qu'on finit forcément par avoir des résultats. Pour réussir quelque chose de grand, il faut être obsessionnel. Si vous êtes juste normaux, vous n'allez jamais rien faire de grand. En réalité, pour faire quelque chose de grand, il faut les trois transpersonnels. Il faut être original, il faut s'ouvrir, ouvrir sa conscience au grand rêve, à la multiplicité des possibles, à l'ineffable, à l'inconnu, et il faut être obsessionnel. Comment on voit sur un thème que quelqu'un est puissamment créateur? C'est simplement que ses planètes personnelles sont connectées aux planètes transpersonnelles. Uranus a appris le grand message de l'humour et donc de la liberté. On n'a jamais vu un dictateur faire preuve d'humour. Ça n'existe pas. Vous voyez, la notion de liberté uranienne est essentiellement liée à la notion d'humour. Donc Uranus fait les inventeurs, fait la démocratie, fait les génies. Neptune va faire les saints. Ou les prostituées. C'est la même chose. Exactement. Marie-Madeleine, c'est un bel exemple de Neptune. C'est-à-dire, au fond, c'est celle qui va s'ouvrir à tous les désirs. Sur le plan humain et sur le plan divin, sur le plan du ciel. Qui va être capable de tout accueillir. Donc c'est Neptune. Mais au fond, tout ça, ça reste une ruse du surconscient pour nous amener à dépasser nos limites. Et la troisième manière de dépasser nos limites, évidemment, ça va être Pluton. Alors, Pluton, il nous dit une chose simple, il nous dit soit ça passe, soit ça casse. Soit tu vis, soit tu meurs. C'est pas très compliqué. Pluton fait les occultistes. C'est-à-dire fait les politiques au sens profond du terme. C'est-à-dire ceux qui sont capables d'orienter les destinées des nations. On a un certain nombre d'hommes politiques qui ont Pluton en maison 10. Hein. C'était le cas de Mitterrand, c'était le cas de Giscard d'Estaing, c'était le cas de De Gaulle, c'était le cas de Nixon. Pourquoi? Parce que c'est l'utilisation du pouvoir. Autant Uranus est lié au mental, autant Neptune est lié à l'amour, autant Pluton sera lié au pouvoir. Ce troisième grande qualité d'énergie qui permet aux espèces d'évoluer. Mais c'est la plus compliquée à gérer. Vous voyez qu'Uranus, on arrive encore. Sortir des sentiers battus et faire un peu de provoque, ça va. Neptune, c'est déjà plus compliqué. D'être un saint et de s'ouvrir à d'être dans la disponibilité absolue en étant dans la compassion, dans l'amour. Mais Pluton, c'est encore plus difficile à accueillir. Parce que c'est une énergie, en fait, qui descend en nous, qui fait ce qu'elle a à faire et se retire. Elle est totalement non sentimentale.
c'est la force de vie qui fait que les espèces évoluent et se transforment. Donc en fait, elle détruit les formes pour que la vie puisse continuer à évoluer. Donc on voit souvent évidemment l'aspect mort de Pluton, parce qu'on est identifié à l'aspect forme, mais derrière Pluton, il y a la puissance de vie, il y a la puissance de renaissance, il y a la puissance de métamorphose, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc vous voyez, c'est pourquoi Pluton est maître du Scorpion et du Bélier. Donc le boulot du Scorpion, c'est l'aspect forme, c'est-à-dire c'est détruire les formes de tous nos attachements. Et le Bélier, c'est l'aspect vie de Pluton. Mais pour que le Bélier découvre la force de la vie, il faut qu'il traverse la mort. Donc le Scorpion est fasciné par la mort, le Bélier est fasciné par la force de vie. Pluton, Pluton veut dire le riche et Hadès veut dire invisible. Hadès c'est le grec et Pluton c'est le romain. Mais de toute façon, il porte un casque d'invisibilité sur sa tête. Donc évidemment, tout ce qui est lié à Pluton va être lié au secret, et le pouvoir, le vrai pouvoir reste secret. Le pouvoir est toujours occulte. Occulté. Car toute métamorphose ne peut se faire que dans les profondeurs de l'océan, de la marmite ou de l'inconscient. Donc Pluton a besoin du secret pour accomplir la métamorphose. Le plutonien, c'est celui qui sait qu'il n'a pas d'autre choix que de se transformer ou de mourir. Et donc, sur le plan psychologique, ça va être quelqu'un d'extrêmement introverti. Il va manifester une forme d'introversion à la puissance 100, parce qu'il sera habité par l'archétype Pluton, il sera habité par la nécessité de la métamorphose intérieure. Et du coup, il peut effrayer les autres. Quand on est très marqué par Pluton, là où est Pluton dans notre thème, là on fait peur aux autres. Simplement parce que les autres, ils sentent le pouvoir qui émane de nous. Et donc la puissance n'est jamais un lieu de copinage. La maison de Pluton dans notre thème, ce sera la maison où on peut faire... La maison où, à la fois où la métamorphose est la plus grande et où la résistance à la métamorphose est la plus puissante, est la plus forte. Parce qu'évidemment, c'est le lieu où on comprend que métamorphose, c'est pas juste un mot. C'est là où on doit mourir. Et pour mourir vraiment, il faut accepter jusqu'à l'impossibilité de renaître. Parce que si on se raconte, ouais, je vais mourir pour renaître, c'est sympa, c'est écrit dans tous les livres. Ça marche. Je vais mourir, je vais renaître, tout va bien. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment la rencontre avec la mort, la rencontre avec l'angoisse, la rencontre avec le sentiment d'anéantissement. C'est encore autre chose que la réalité de Saturne, hein, que le lâcher-prise de Saturne. C'est le trou noir. Et donc ça veut dire accepter jusqu'à perdre l'espoir de renaître. Et bien voilà, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, une fois qu'on traverse ça, évidemment, il se passe quelque chose. Donc les gens très marqués par Pluton seront intéressés par les questions liées au pouvoir, donc qu'ils soient politiques, qu'ils soient occultes, on va avoir des ésotéristes, ou qu'ils soient financiers, ou qu'ils soient psychologiques, c'est-à-dire c'est aussi une capacité de manipuler au fond les foules qui est derrière, ou les autres. C'est le monde du magicien, c'est l'univers des magiciens. Donc on n'est plus... Alors vous comprenez pourquoi on a d'abord Uranus, Neptune et ensuite Pluton, c'est-à-dire Uranus va
nous permettre d'intégrer la liberté. Neptune va nous permettre d'intégrer, d'incorporer la notion d'amour. Et c'est ça qui va nous protéger de la mort. Amor, en latin, amor est privatif de mort. C'est-à-dire, au fond, je vais vous formuler autrement, si on le met sur un triangle, Pluton, Neptune, Uranus. Sur Uranus, on va mettre comprendre, s'observer, voir, c'est le psychologue, voir comment on fonctionne. Mais une fois qu'on a compris comment on fonctionne, ben, il va falloir l'aimer. Aimer son ombre, aimer ses faiblesses, aimer ses angoisses, aimer ses difficultés, ce qui va permettre leur transformation. Donc l'ordre astronomique est en fait un ordre de métamorphose intérieure, comprendre, aimer, transformer. Si on n'est ni dans la compréhension ni dans l'amour, on ne va pas se transformer, on va juste exploser. On va juste tomber dans le gouffre de l'angoisse. Donc on a bien sûr un ordre astronomique qui est un ordre initiatique. Vous voyez cette puissance de Pluton qui est non négociable. Quand vous vous trouvez devant un plutonien, vous sentez que s'il vous dit un truc, c'est même pas la peine de discuter, c'est comme ça. C'est non négociable. Autant on peut discuter avec Uranus, il est content. Autant on peut discuter avec Neptune, il s'en fout. Mais avec Pluton, on ne négocie pas. Ben, on ne négocie pas, parce qu'il présente les choses comme une évidence. Donc les gens qui ont l'autorité plutonienne n'est pas l'autorité saturnienne. Vous sentez la différence. L'autorité plutonienne, c'est... il n'a même pas besoin de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. On n'ose pas l'approcher pour lui dire qu'on n'est pas d'accord. Et l'autorité saturnienne, elle se justifie toujours par une règle. Alors que l'autorité plutonienne, elle se justifie par elle-même. C'est-à-dire elle n'a pas besoin de justification en réalité. Rudyard dit que Pluton, c'est l'octave supérieure de Mercure. Mais simplement parce que c'est la mentalité collective, alors que Mercure, c'est la mentalité individuelle. C'est comment je pense. Mercure, c'est Pluton, c'est pas très clair dans la pensée de Rudyard, mais en tout cas dans la mienne. Cette histoire de pensée collective, c'est-à-dire quels sont les... Autant on peut comprendre le mythe du progrès avec Uranus, le mythe du sauveur du monde avec Neptune, Pluton, l'idéologie plutonienne, c'est le fascisme, qui est en fait des autodafés. D'ailleurs, William Reich a eu cet immense privilège de subir 2 autodafés, un en Allemagne et un aux États-Unis. Comme quoi, les États-Unis ont un fond totalitaire. Mais bon, ça, c'est autre chose. En tout cas, Pluton, la version ombre, c'est les régimes totalitaires, donc qui, au contraire, vont essayer de détruire l'intellect, vont essayer de détruire la pensée et la philosophie. Parce qu'évidemment, on ne peut pas contrôler les gens qui pensent. Uranus. L'armée est plutonienne, forcément, parce que, je veux dire nécessairement, si l'armée n'était pas plutonienne, imaginez un régiment, on attaque cette colline. Ah ben vous croyez? Ah ben non, moi je trouve stratégiquement c'est mieux d'aller là-bas et que voilà. Non, tout le monde doit obéir comme un seul homme. Et ça, évidemment, c'est la version lumière du fascisme, si je puis dire. Pour être efficace, il faut être obsessionnel, c'est-à-dire il faut que les poings de la main soient fermés, qu'on soit unis dans un même combat et on y va. Même si on meurt tous sur le machin et que le chef il s'est planté. C'est pas grave, c'est la règle du jeu. Donc ça, c'est Pluton qui dit ça. C'est la loi du sacrifice qui est derrière. Donc la grande qualité de Pluton, c'est de se sacrifier pour une cause, qui peut aussi être un défaut, évidemment. Le feu sacré, c'est Pluton. Alors, oui, l'aspect lumière, c'est la capacité de métamorphose. Soleil, Mercure, Vénus, Lune, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. J'y arrive juste.
Donc vous pouvez prendre, alors la Lune-Terre, hein, donc vous pouvez prendre une symétrie par rapport à la Terre, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous avez une trilogie de planètes personnes intimes, une trilogie, bon si on compte la Lune, une trilogie intime, une trilogie sociale et une trilogie transpersonnelle. Donc on s'est structuré sur cette logique pour comprendre les planètes. Mais on peut aussi alors, faire une symétrie par rapport au système Terre-Lune. Et vous voyez qu'on a Uranus donc, qui va devenir l'octave supérieure de Mercure, Neptune, l'octave supérieure de Vénus, et Pluton, l'octave supérieure de la Lune. L'octave supérieure, ça veut dire je contacte le plan qui correspond au corps. Ça ne vous clarifie pas que je dise ça, je m'en doutais un peu. Le corps mental, Mercure, va contacter le plan des idées platoniciennes. Je contacte le plan qui correspond au corps. Le plan des sentiments va contacter le plan de l'amour universel. Et le plan du corps va contacter le plan de la matière organique, va contacter la vie qui fait évoluer les espèces. Donc les véritables transformations se font dans le corps. Elles ne se font pas ailleurs. C'est quand le corps a changé qu'on voit qu'on a changé. Si le corps n'a pas changé, on n'a pas fini le travail. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Mais on peut aussi lire les choses comme ça. Alors, après, je vais vous confusionner, mais on peut faire, non pas Pluton, mais Uranus, Mars, Neptune, Jupiter, et Pluton, Saturne. Alors, vous voyez bien que Uranus-Mars, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'hyperactivité. Jupiter-Neptune, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de faire du tout un tout. Intégration Jupiter, intégration Neptune. Et Pluton, Saturne, on est dans une logique identitaire de toute puissance. De contrôle. Pluton veut contrôler, Saturne veut contrôler. Neptune veut ouvrir, Jupiter veut ouvrir. Uranus est dans la frénésie créative, Mars est dans la production créative. Donc on est bien dans aussi des rapports d'octave ici. Pour revenir à Pluton-Mars, qu'est-ce que va... Alors, le point commun, c'est la puissance vitale, c'est la puissance de vie. Sauf que Mars, c'est la reproduction biologique, donc c'est la continuation de la lignée, et Pluton, c'est l'évolution des espèces. Donc Pluton, pourquoi on a inventé la reproduction sexuée simplement, vous savez que les bactéries sont immortelles. Donc pas de chance, enfin, c'est bien pour la bactérie, mais c'est pas bien pour l'espèce. Simplement parce que, comme elles sont immortelles, il n'y en a pas de reproduction sexuée. C'est-à-dire elles se divisent par scissiparité. Donc la cellule mère donne les mêmes gènes à la cellule fille. Donc on n'a pas de mélange de gènes. Donc on n'a pas de production d'individus nouveaux. Et donc la nature a inventé, à part les mutations, mais en gros, voilà. Donc la nature a inventé un truc sympa qui s'appelle la sexualité pour mélanger les gènes d'un individu à un autre. Donc du coup, on a une plus grande diversité biologique qui apparaît. Les virus et les bactéries, c'est Pluton. Simplement parce que Pluton va être en quête d'immortalité. Il va être en quête de la vie pure. Donc tous les travaux qu'on a aujourd'hui sur le transhumanisme et toutes ces choses un peu terrifiantes, c'est une quête plutonienne. Autrement dit, c'est une quête de pouvoir en réalité. Ils veulent faire, vous savez, l'homme augmenté avec différentes technologies greffées sur le corps humain, etc. On voit mieux parce qu'on a un ordinateur dans l'œil, on entend mieux parce qu'on a une antenne dans l'oreille, je ne sais pas quoi. Donc c'est la fusion homme-machine. Mais simplement, c'est le rêve plutonien. C'est le rêve de la Deuxième Guerre mondiale qui ressurgit de créer un surhomme sous une nouvelle façon. Qui est la qualité de Pluton, c'est-à-dire transformer l'homme, aller vers un homme nouveau.
Sauf que Pluton il essaie à chaque fois d'une manière un peu archaïque, primitive et totalement absurde. Hitler, c'était dans le grand combat de la guerre. Vous savez que les SS étaient entraînés à combattre des chiens affamés pour avoir leur galon. Hein. C'est-à-dire, c'était la puissance qui surgissait du fait de la guerre, du conflit, du combat avec la bête. Donc on a essayé de transformer l'homme comme ça, d'aller vers l'homme nouveau comme ça, vers le surhomme. Et aujourd'hui, on essaie avec la technologie, donc Uranus-Pluton, de construire un homme nouveau. Mais c'est le même fantasme d'immortalité dans les deux cas qui est là. La seule manière, de mon point de vue, qui ait du sens de construire l'homme nouveau, c'est ce que proposent Aurobindo et Saprem, c'est-à-dire la descente du supramental dans la conscience des cellules. Donc si on regarde le thème de Saprem, il était effectivement Scorpion, ascendant Scorpion, avec Lune conjoint à Pluton dans son thème. Donc il est très, très marqué par Pluton. Et il a beaucoup travaillé sur cette notion qu'on doit à Aurobindo, hein, de quête de l'immortalité par la transformation spirituelle de l'organisation des cellules. Mais le grand rêve de Pluton, qu'on retrouve dans les pays marqués par Pluton, hein, l'Inde, la Chine, l'Extrême-Orient d'une manière générale, c'est la quête d'immortalité. Le taoïsme, c'est la quête d'immortalité. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire être dans la vie pure et dans l'éternité physique est une quête plutonienne. Et toutes les thématiques du surhomme ou de l'homme qui est dans la toute-puissance et qui maîtrise sa vie et qui devient quasiment immortel sont des thématiques liées à cette planète. Donc si on suit évidemment le cycle du fascisme, on suit le cycle des planètes Saturne-Pluton. Le cycle Saturne-Pluton. Donc, je ne sais toujours pas pourquoi je vous racontais ça, mais, alors, parce que, oui, alors, ça y est, j'y suis. Parce que Pluton, donc Mars, c'est la reproduction biologique, c'est-à-dire c'est l'éternité de l'espèce, alors que Pluton, c'est l'éternité de l'individu. C'est l'immortalité de l'individu qui est en compétition avec l'immortalité de l'espèce. Mais ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en tout homme, il y a ce désir profond d'immortalité, qui est la mémoire la mémoire bactérienne en lui, en fait. Mais vous voyez le danger, c'est-à-dire l'immortalité de l'individu, c'est la fin de l'évolution des espèces. Imaginez qu'on ait toujours le même président de la République parce qu'il est immortel. Imaginez qu'on ait toujours les mêmes philosophes parce qu'ils sont immortels. Ce serait un ennui mortel. Bon. Donc heureusement qu'il y a Uranus et Neptune. Ben oui. Mais ça, c'est le grand rêve plutonien, cette quête d'immortalité physique. Pluton, c'est la descente aux enfers de la mythologie. C'est Hadès, donc c'est vraiment la descente dans les gouffres de ses profondeurs pour retrouver une nouvelle fécondité. Ça aussi, c'est une notion importante chez Pluton. Hein. C'est-à-dire, il n'apporte pas seulement la mort, la destruction des formes. C'est le volcan, lorsque le volcan qui vient des profondeurs de la Terre fait jaillir son feu de lave, évidemment, toute la vie autour de lui meurt, mais la Terre devient infiniment fertile. Les champs de lave sont les plus fertiles de tous. Donc c'est vraiment cette image de recréer une nouvelle fécondité. Lorsqu'Hercule sort de sa descente aux enfers, il y a plein de plantes qui naissent, etc. On verra ça. Donc parce qu'on est descendu dans les tréfonds de son corps, de ses émotions, de ses angoisses, on va, quand on ressort, retrouver une créativité, une fécondité nouvelle. C'est en cela que Pluton est le riche. Riche en dons. C'est les dons personnels, en fait, qui sont dans Pluton.